On est de retour. On est de retour. Ouais, super. Dites. Oui. Je pourrais avoir un flingue cette fois. Non! I hate to say it, but it's probably Roger? Oui. Attrape le chat! Salaud! Et revoilà les trois Stooges dans le troisième opus aux trois héros. Certes, d'aucuns diront que des deux premiers opus et histoires écrites par Shane Black et quelque peu remaniées, ici c'est la pantalonnade et l'humour qui dominent. Et alors, les années 90 ont bien commencé, les années 80 et sa noirceur souvent mise en avant disparaît peu à peu pour nous amener vers un nouvel âge d'or, le spectacle pur, où le but est de toucher le plus large public possible. Bref, plus spectaculaire mais bien moins que demain, une devise de ce cher Joel Silver qui va mettre en exergue jusqu'à ce que ça menuise ses productions. Le scénario est écrit par Jeffrey Brom et Robert McCammon. Le premier a écrit L'Arme Fatale 2 et participé à des réécritures non créditées pour le premier film. Robert McCammon avait quant à lui participé à quelques retouches du script du second aussi. Autant le dire, ce sont eux qui ont réécrit des histoires de Shane Black bien trop sombres et vont pousser le 3 et le 4 vers du film familial, plus fun, plus axé comédie classique, sous fond de film d'action, en oubliant ici le principal, un vrai méchant. Ça va? Oh. Ça va mieux? Oh. Pionce, mon pote. D'ailleurs, même Leo Getz, le personnage introduit dans le précédent film, ne devait initialement pas faire partie du script. Il devait avoir quitté Los Angeles pour vivre à New York. Nous retrouvons donc le trio face à un ripou sans grand charisme, une femme flic qui en impose et beaucoup de dynamite. Mais y a-t-il réellement un scénario dans la salle? En effet, l'histoire porte sur des vols d'armes prohibés dans les logos de la police et qui refont surface dans la rue, dont certaines balles sont perce-blindage et dont les gangs se servent pour tuer les flics à travers leurs pare-balles. C'est un flic qui gère ce réseau d'armes, enfin un ex-flic, et bah c'est tout. Le reste étant qu'une vague enquête agrémentée de punchlines drôlissimes. Dès qu'ils apportent leur contribution, ça se termine avec pertes et fracas. Non, c'est moi, Fracas. Lui, c'est Perte, un numéro de duettiste. Nous sommes quoi pour vous? De la lecture forcée? Le film va d'ailleurs commencer par une énorme explosion détruisant carrément un immeuble en practical, pas d'effet de maquette ici, mais la destruction de l'immeuble en Floride, après que Joel Silver ait reçu une lettre de la commission cinématographique de Floride où un vieil hôtel d'Orlando devait y être démoli. 13 secondes pour filmer de la meilleure des façons possibles un immeuble de 8 étages qui s'écroule, autant ne pas se rater et ne pas oublier le chat. Des films qui surpassent chaque opus précédent dans les cascades époustouflantes en effets pyrotechniques, pendant que, humour mis à part, les scénarios, eux, s'essoufflent sur des enjeux plus proches d'une série télévisée. Dans le premier, on faisait exploser une maison. Dans le deuxième, une maison sur pilotis dévalait une falaise. Un immeuble et même deux seront les gros morceaux du film. C'était rouge, blanc ou bleu ce film? Vite, démarre! Ils croiront jamais qu'on n'était pas dans le coup. Et voilà comment nos deux héros vont se retrouver à arpenter le bitume, comme l'on dit, et à peine 2 minutes en uniforme, se retrouver dans une course-poursuite après un vol de camion blindé, toujours et encore plus, et un petit hommage à Mad Max, elle dit Rod Variant en VO. C'est ça, jette un bon coup d'œil. Dolores, le guerrier de la route, est accroché à ton cul, ma salope! Le scénar est quand même bien écrit et il faudra trouver une solution pour y inclure l'explosion du début dedans et commencer par un bon gros big boom. Matthew Sweeney va faire en sorte que l'immeuble explose d'ailleurs avec plus de flammes que prévu, une destruction en général générant plus de poussière que de flammes. Une belle scène dont le premier détail à s'occuper sont les acteurs valant près de 15 millions en salaire cumulé qu'il ne faudrait pas abîmer. Des poursuites à foison donc comme celle de la moto où les cascadeurs vont s'en donner à cœur joie avec 25 chauffeurs, 75 pour les voitures en arrière-plan et des acteurs qui de leur côté filment leur scène au ralenti, filmés en suivant à 12 ou 18 images par seconde pour que l'illusion ait l'air parfaite. Notre Riggs va chuter de 9 mètres sur une bâche en trompe-l'œil parfaitement réussie, comme dans l'ouverture du premier film. Un stade plein à craquer aussi pour une poursuite à pied et une baston dans le métro, que demander de plus encore une fois. Le final, lui, devait se passer dans un cimetière de voitures, le règlement de compte à hockey choral du film selon Joel Silver, mais aucun des décors ne plaisait à Richard Donner. Jeffrey Brom, l'homme qui adoucit les histoires, proposera un lotissement en construction dont le bois semble si épais qu'aucun des trois petits cochons n'oserait y habiter, connaissant l'issue inévitable. Ah, ce sont les flics! Ils feront tout brûler!
57 maisons à détruire, 12 qui vont prendre feu, le reste étant détruit par des véhicules de toutes sortes. Ce n'est pas une mince affaire, même si on en est loin du second volet ou d'un piège de cristal bien plus efficace. Mais ici, le problème sera de contrôler le feu avec des barres de feu qui sont parfois assez visibles malheureusement. La voiture criblée de balles sera remplie de 400 pétards correspondant au nombre qu'elle prend dans la gueule. Un film donc qui mélange habilement humour et action et qui nous donne une belle leçon de cinéma où la famille est devant et derrière la caméra, tout le monde s'accorde à le dire, les armes fatales sont un plaisir à faire et n'oublions pas la très belle photo de Yann Debon, toujours au top. Richard Donner, comme les deux acteurs principaux, vient de subir un échec au box-office avec Le Rêve de Bobby, Radio Flyer en VO, et même ce cher Joel Silver a besoin d'argent après les caisses vidées par le Hudson Hawk de Michael Lehman avec Bruce Willis et son échec cinglant. Qu'est-ce que l'inspection génitale veut à notre prisonnier? Nous reprenons l'affaire, merci. Mais personne nous a dit qu'il reprenait l'affaire. Alors certes, c'est un film plus cool et moins sombre, plus drôle et spectaculaire, mais qui fait évoluer les personnages sans réellement les trahir, puisqu'après tout, pourquoi Martin Riggs n'aurait-il pas lui aussi droit au bonheur? Le film sortira en version Director's Cut avec quelques scènes supplémentaires sans rien d'intérêt pour à peine 4 minutes, si ce n'est le retour du charpentier du second volet. Hey Riggs. Ouais, tu voulais bien lâcher une minute tes émissions canines. J'ai fini mon travail. Viens voir. Oui, bien. Celui qui avait envie d'acheter des capotes et une menace sur un voyou pendant 2 € avec une voiture. Je veux un nom maintenant. Vous êtes malade. Je sens que je m'énerve, Tyrone. Fais gaffe à tes doigts, cochise. Le film tient sur un budget de 35 millions de dollars et va en rapporter 321 millions, soit 911% de rentabilité et 4 480 000 spectateurs en France. Le plus grand succès de la saga, le 4 va devenir obligatoire. Écoute, un jour normal, je te défoncerai la gueule, moi, tu sais ça, ouais. voyez-vous. Et ne le frappe pas, Riggs. C'est un jour normal. Vous avez raison, Riggs. Est-ce que vous pouvez me répéter cette phrase plusieurs fois très vite? Je vous emmerde, on dirait, je vous emmerde. Vous essayez de me piéger? Je suis maître, moi, là. Mel Gibson, dont j'ai bien sûr déjà parlé sur cette chaîne, revient donc en Martin Riggs et qui, au contraire des annonces de tournage de bonne humeur, va se faire prier pour revenir en demandant un gros chèque pour l'aider à être convaincu. Ça me fout la science. On est des flics, vous êtes un flic, je suis un flic, nous sommes dans le même camp, oui? 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 Oui! Oui, bon! Son Hamlet de Franco Zeffirelli est un bide au cinéma, comme le film de John Badham Comme un oiseau sur la branche, oui, ou Air America de Roger Spottiswoode. Il sait que cette arme fatale lui redonnera la popularité dont tout acteur a besoin. Pourtant, les propositions de rôle deviennent de plus en plus nombreuses et il en refuse énormément, comme celui de Bruce Wayne dans le Batman de Tim Burton, celui de John McClane dans Piège de cristal, celui d'Elliot Ness dans Les Incorruptibles de De Palma, ainsi que les rôles dans Les Affranchis ou dans Abyss. Traîner sur environ 300 mètres. Ah, je vous dis pas. Ah, elle est belle. Toucher cette texture, sentez une vraie râpe à fromage, un pack de camion. Un pack de camions? Ouais. Il jouera la même année dans le Forever Young de Steve Miner et réalisera son premier film l'année d'après, L'homme sans visage. Ici, c'est un Riggs plus calme, plus fun, qui doit bien sûr arrêter de fumer, c'est tellement années 80 de fumer, et qui garde toujours un œil sur son ami. Je me demande si j'ai pas couché avec une fille avec qui j'aurais pas dû coucher. Espèce de fumier. C'est bien sûr le grand et regretté Jack Vance qui joue sa voix absolument parfaite. C'est une gaine. Quoi? Oh putain, c'est une gaine. Tricher au courant? Pour Danny Glover aussi, les succès ne sont pas au rendez-vous depuis le second volet, puisque Le vol de l'intruder de John Milius, Rage in Harlem de Bill Duke ou Danger public de Nadia Tass et Grand Canyon de Laurence Kasdan auront un succès bien mitigé, voire limité, et une audience très restreinte. Allez, connard. Je veux voir tes mains tout de suite. Richard Murtaugh ou Murtaugh, ça dépend qui le prononce, veut vendre sa maison, c'est sa préoccupation première et c'est le Léo Getz qui va se proposer en agent immobilier. Bien sûr, il y aura la scène traumatique avec Roger tuant un gosse pour se défendre. Daryl. Gosse que son fils connaissait et qui va plonger dans la bouteille sur son bateau pour finir sur un gag au lieu de dramatiser le sujet des gangs et des jeunes armés. C'est bien sûr le grand Richard Darbois qui maîtrise encore sa voix française qui le caractérise si bien. Ces docteurs sont des sauvages. C'est vrai, enfin, où est-il dit qu'un trou de balle peut exiger un examen du rectum, hein? Léo Getz ne devait donc pas revenir dans le film, mais une place lui est vite faite et Joe Pesci revient dans le rôle avec le grand Roger Crouzet à la voix française, impeccable dans le rôle et dont le retour de l'hôpital me laissera hilar. On vous encule à l'hôpital. D'abord on vous drogue et ensuite on vous encule. Et lorsqu'ils ont fini de vous enculer... L'homme ne change pas et fait chier les deux héros pour agir comme un flic encore une fois et n'est jamais au bon endroit au bon moment. Léo a changé en 3 ans bien sûr, il est blond en plus et reste un bel emmerdeur avec ses hoquets à tout bout de champ. L'acteur est bien plus connu à l'époque et bankable puisqu'il a tourné depuis Les Affranchis de Martin Scorsese, Maman j'ai raté l'avion de Chris Columbus, le JFK d'Oliver Stone et bien sûr le formidable Mon cousin Vinny de Jonathan Lynn. C'est très grossier de dire ça à une femme. Va te faire enculer. J'aime pas ça.
Après le décès de Rika dans le second opus, une nouvelle femme va être mise dans les bras de Riggs. Enfin, c'est elle qui va même s'y jeter de plein gré, puisque c'est une femme à la poignée en acier trempée. Ça va, ma chérie? Ça va très bien. Elle est une sorte d'équivalent humain de Martin Riggs qui tire et se bat de façon très agressive et tient le volant comme personne. Une belle histoire d'amour qui va se dévoiler via une belle scène où les deux futurs amants se comparent les cicatrices de leur ancien combat. Oh! Ouais, et elle va comme ça, jusque dans le dos. Dans le dos? Quelle chance! Quoi, c'était un 22? Un 38, Riggs. Un 38? Après le combat final, touché par balle et prête à partir pour l'hôpital, Riggs va lui déclarer sa flamme, quoi de plus normal, pour les deux doudingues après avoir été truffés de plomb. Ce qu'il faut, c'est vieillir avec quelqu'un. Et pas à cause de lui, tu comprends? Il est juste dommage de voir sa doublure pendant les séquences de combat, mais bon, c'est le jeu d'Hollywood. Winona Ryder était le premier choix, mais le producteur Joel Silver la trouve trop jeune. Jodie Foster, Joan Cusack, Linda Hamilton, Laura Dern, Brooke Shields, Geena Davis, Kirstie Alley ou encore Michelle Pfeiffer sont évoqués, voire envisagés, mais c'est René Russo qui remporte le rôle, doublé par Véronique Augereau. Coup de pied droit sauté. Actrice parfois remarquable que l'on a vu dans Free Jack de Geoff Murphy, dans La ligne de mire de Wolfgang Petersen, où elle reprend à peu près le même genre de rôle mais avec le Clint en face d'elle, et retrouve Petersen dans Alerte, puis pas mal de films comme le Thomas Crown de John McTiernan. Je suis content que tu comprennes mon point de vue. Jack Travis est donc le méchant de service, interprété par le très bon Stuart Wilson, mais manquant ici d'une écriture forte sur son personnage, n'étant qu'un banal méchant comme l'on en a vu depuis trop longtemps. C'est un flic qui a 20 ans derrière lui à arpenter les rues et qui tourne mal, devenant assez dangereux. Le personnage, lui, par contre, est sombre, n'est pas à la blague, mais il manquera ce qui avait fait le piquant des deux premiers opus. Un homme de main, par exemple, digne d'un Monsieur Joshua ou du Pieter, bien qu'entouré de nombreux hommes de main, eux, qui ne restent que des cibles, presque des ombres, et qui n'existent pas scénaristiquement. Il tue, il tape là où ça fait mal et rappelle que le film est un polar d'action, mais l'on est loin de ce que l'acteur va nous donner dans le formidable Masque de Zorro de Martin Campbell en 1998, ou son rôle dans Absalom 2022 du même réalisateur, et ne montre jamais physiquement les aptitudes nécessaires qu'un vilain devrait avoir dans un combat mano à mano avec Riggs. Tu es dans l'exercice de ses fonctions. Plusieurs acteurs seront envisagés dans le rôle, comme Robert De Niro, ah bon, Jack Nicholson, ouais, Gene Hackman, ouais, pourquoi pas, Al Pacino, bah voyons, allons-y gaiement, ou James Caan, ça continue, Alec Baldwin, John Travolta ou encore Michael Keaton. Bref, n'importe quoi. C'est Michel Derain, doubleur moins connu mais entendu sur de nombreux grands films, qui fait sa voix française. Eh mon vieux, ça va? Donne-moi ton flingue, Murphy. Bien sûr, Steve Caan reprend son rôle de capitaine de la police, il est même enlevé. Darlene Love est toujours la femme de Murtaugh, comme Tracy Wolf, Damon Hines et Ebony Smith sont ses enfants. Sergent Murtaugh, ce que vous éprouvez peut-être est simplement une colère transitionnelle. Mary-Hélène Trainor joue bien sûr la psychiatre, mais vu l'état de Riggs, elle s'occupe cette fois de Roger. Jack, adieu Billy. Et nous avons en homme de main plus ou moins capable Marc Pellegrino et Sven Ole Thorsen, le poteau à Schwarzy. Surtout en s'attaquant à une voiture blindée. Beaucoup d'hommes de main d'ailleurs sont soit des cascadeurs, soit des acteurs que l'on avait vus dans l'opus précédent. Ben un homme de main déjà. Pour la musique, commençant par le commencement et la chanson It's Probably Me, dont les paroles ont été écrites par Sting et chantées par lui-même, et la musique composée par Eric Clapton et Michael Kamen, chanson qui va se classer longtemps dans les charts et qui est basée sur le thème de Riggs. Michael Kamen, Eric Clapton, David Sanborn reviennent donc pour le score avec un album faisant place à de la musique par des moments assez impressionnant, même si les reprises des musiques des deux autres films voient le jour. La La Land nous sortira une box avec l'intégrale de la musique, enfin, des 4 opus, et c'est un bonheur à écouter avec cet orchestre absolument furieux que dirige le grand et regretté Michael Kamen. Il va bien sûr y développer le son Joel Silver, et cette musique sera souvent comparée à celle des Die Hard et nous entraîne très vite avec la scène des fourgons blindés dans de la musique d'action du plus bel effet, où la férocité orchestrale dont le compositeur savait seul nous donner nous implique directement dans l'action.
Beaucoup de morceaux calmes et humoristiques parsèment bien sûr la partition où la scène de la mort du jeune Daryl et son aspect plutôt sombre, même si c'est un morceau complètement copié-collé du premier. Armor Piercing Bullet sur l'album original sera dilué dans la version La La Land avec ses percussions très martiales, son piano que l'on sent marteler, la frénésie, les cuivres et les cordes pour nous donner sans rivalité un des meilleurs morceaux d'action du bonhomme, voire de la musique de film, un bonheur d'écoute comme l'était le Hollywood Boulevard Chase ou We're Leading chez La La Land dans le premier opus. Nom de Dieu! Putain de merde! Une musique pour les adorateurs du compositeur, des musiques des dieux premiers bien sûr, même si ici aucun thème n'est réellement présent pour le méchant, contrairement aux autres films, c'est un thème pour les méchants. Comme si les trois créateurs avaient compris l'intention du spectacle et l'invisibilité peut-être voulue du bad guy. Parce que le meilleur, c'est qu'on peut y mettre nos initiales. Ouais. Nom de Dieu. Rythmée et à l'énergie sans pareil, la musique de L'Arme Fatale 3 est toujours un bonheur d'écoute et une ambiance formidable pour nos oreilles chères à cette saga tant aimée. C'est ma nana. L'Arme Fatale 3 est exactement donc ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, un spectacle grandiose et très drôle certes, mais dont l'impact des deux premiers est loin d'être au niveau et où on sent que Joel Silver comprend que la saga doit aller vers le monde et en enlever ce qui en faisait l'essence, les personnages tourmentés. Le prémenstruel, c'est mortel. Oh, oui, je vois ce que vous voulez dire. Je suis marié depuis 25 ans. Film inévitable et que personne ne veut éviter, L'Arme Fatale 3 est bien une réponse à nos attentes, bien que loin des attentes que l'on a après les deux films. C'est étonnant, mais ça fonctionne et l'on en redemande. Il n'y a qu'à voir la vraie fausse annonce de Mel Gibson en novembre 2025 pour voir le monde dans l'attente d'un nouveau et dernier volet, L'Arme Fatale 5 donc, réclamé par le monde d'après un scénario qu'aurait écrit Richard Donner avant sa mort, sans utiliser celui de Shane Black, écrit lui il y a longtemps, et qui serait déjà finalisé par Jez the Butterworth, qui nous a donné Le Mans 66 ou Edge of Tomorrow. Ici, l'évolution des personnages fait plaisir à voir, même si le scénario reste faiblard pour l'enquête et un méchant peu charismatique. Chaleur humaine et humour se mélangent habilement avec l'action et l'arrivée d'un quatrième personnage, Lorna, qui ne fait qu'ajouter au plaisir avec une si belle histoire d'amour. J'ai dit de ne toucher à rien. Joel Silver le dit lui-même, la saga doit aller vers le cool et ce sont les relations entre Mel Gibson et Danny Glover sur le tournage qui a mené ce tournant dans l'histoire. Pour ce qui est des films d'action, il faut aller plus haut et plus fort parce que justement, côté film d'action familial pour tout le monde, Terminator 2 de James Cameron a montré la voie, que dis-je, une autoroute impossible à atteindre, mais de nouveaux plans pour les années à venir. L'Arme Fatale 3 est donc un film plein de pognon, sous un léger fond de polar, bien troussé niveau humour, une machine de saga bien huilée, qui n'oublie pas le spectateur, et travaille néanmoins le minimum syndical de ses personnages en oubliant le principal, une bonne histoire. Ça m'arrivera pas, Roger. Dans la vie, il y a les gagnants et les perdants, et moi, Dieu me fera pas ça. Ouais, bah il me l'a fait. Je sais. Les scènes s'accumulent, certaines très bonnes, mais le film, en tant que tel, reste-t-il en tête pour la saga ou en film unique? Malheureusement, force est de constater que le film reste un divertissement, mais ne serait pas resté en tête si les deux premiers n'avaient pas envoyé la sauce. Et si les personnages sont bien traités, tout est plutôt convenu, heureusement que la sauce prend, par une habitude de faire bien les choses à la Hollywood de l'époque. L'Arme Fatale 3 est le savoir-faire américain dont l'épisode 4 fera pire scénaristiquement puisque le scénario sera écrit pendant le tournage avec improvisation des acteurs, une grève étant en cours à l'époque. Distraire est le mot d'ordre, et c'est le cas. Les personnages nous manquent, ce genre de film, même un peu raté, manque parce que le savoir-faire de ces années manque. Le film est fait pour nous, on se régale, on en redemande, espérant que les personnages reviendront sans les gâcher, mais si Mel est à la réalisation, cela ne devrait pas nous décevoir, et pour cet opus, je lui mets un 4,5 sur 6, par son manque d'ambition scénaristique, certes, nous sommes aussi loin du chef-d'œuvre, mais bordel, ça mérite plus que la moyenne, et l'on est à 1,5 point du grand film. S'ils avaient un peu anticipé une bonne histoire, on aurait eu quelque chose de grand, mais il reste le fun. Va au diable, Rix. Toi d'abord. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub et avec live et vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses, vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir, mettez un pouce et activez la petite cloche et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Reste calme. Je crois que tu peux sortir ta gaine de la naphtaline, Roger. On va se retrouver en uniforme, ça c'est sûr.